On va revenir sur la performance des marchés financiers au premier semestre et essayer d'en tirer des conclusions maintenant pour se positionner pour le deuxième semestre de cette année. On en parle avec Jean-François Bay, le directeur général de Cantalis. Il est en plateau avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Stéphane. D'abord, un mot de la performance globale des marchés d'actions au premier semestre. Belle progression. Et alors pour la Bourse de Paris, on a eu un très bon mois de juin qui a permis au CAC de rattraper son retard. Oui, c'est ça. Je pense que le semestre, s'il fallait retenir un terme, c'est un semestre exceptionnel. On est sur le meilleur semestre sur les marchés boursiers depuis 10 ans. C'est tout simple. Toutes les catégories Cantalis sont dans le vert. On réalise pour les investisseurs des performances positives sur toutes les catégories. Actions, vous l'avez dit, obligations aussi. Donc c'est portefeuille diversifié, bien évidemment. Il y a 3 éléments qu'il faut retenir sur ce semestre. La première, c'est qu'il y a très peu de dispersion. Les actions arrivent dans un tir groupé entre plus 15 et plus 20%, quelles que soient les places. Les obligations font entre plus 5 et plus 10%. Le deuxième élément symptomatique de ce semestre, c'est que toutes les catégories sont performantes, les plus risquées, les moins risquées, les plus défensives, les moins défensives. Si on prend que les obligations, par exemple, les obligations emprunts d'État long terme, donc qui est considéré comme une catégorie très défensive, fait plus 9%. Les obligations américaines high yield haut rendement, donc les obligations les plus risquées, font aussi plus 9%. Donc on arrive un peu dans un mouchoir autour des mêmes performances. Et le troisième point symptomatique, vous l'avez signalé, c'est le rattrapage du mois de juin. C'est-à-dire que la France est revenue dans le peloton de tête. On a un CAC 40 qui termine à plus 17, plus 18% sur le semestre. On a des petites valeurs qui avaient été un peu oubliées. Le CAC PME termine à plus 20%, donc il y a eu un rattrapage des catégories les plus risquées. Et on a les secteurs aussi sur les derniers mois qui étaient un petit peu oubliés. Je pense à des valeurs sectorielles cycliques. J'ai noté Arcelor, Accor, Technip, donc tout ce qui est pétrolière, Peugeot, etc., qui finalement ont réalisé un mois de juin très bon, alors même que depuis le début de l'année, on avait des performances qui étaient plutôt mauvaises, plutôt décevantes pour ce type de valeurs. Quels ont été les moteurs de cette progression des marchés? Parce que c'était pas gagné d'avance. On avait quand même beaucoup d'incertitudes géopolitiques. On avait évidemment les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, mais on a déjà oublié l'épisode avec le Mexique. On s'est un petit peu fait peur aussi, surtout dans le secteur automobile. Donc, d'une manière générale, qu'est-ce qui a été le driver de ces marchés au premier semestre? Alors, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que 2019, c'était assez compliqué. C'était pas gagné d'avance. On se souvient de fin 2018. On a en tête un rappel, en fait, sur les marchés financiers, du niveau de risque, du fait qu'on arrive un petit peu à une fin de cycle, et on avait beaucoup de mauvaises nouvelles en ce début d'année 2019, et finalement il y a eu un revirement. Il y a plusieurs éléments qui expliquent ce rebond. Il y a eu un rebond technique de 2018, ça on l'a parce qu'on avait terminé l'année, les dernières séances de l'année avaient été vraiment extrêmement négatives. Exactement, ça a été catastrophique. Donc on s'est dit au début, on commence 2019 avec un rebond technique. Le deuxième élément, c'est qu'il y a eu un revirement, un changement de pied des banques centrales. Souvenez-vous, à 180 degrés, la Fed, la Banque centrale américaine, qui était plutôt en phase de hausse des taux, a décidé d'arrêter, voire même, on parle de baisse des taux. La BCE a lancé l'appel du 18 juin, c'est-à-dire que Mario Draghi, le 18 juin, déclare au marché, attention, je suis prêt à tout, même à une stratégie, il assume une stratégie asymétrique, c'est-à-dire que tout sauf la déflation, quitte à avoir trop d'inflation, quitte à avoir une surchauffe de la croissance. Et donc ça, les marchés l'intègrent en disant, ça y est, les banques centrales sont de retour. Le troisième élément, ça a été les élections européennes. Je pense qu'il y a eu un avant et un après, et ça a rassuré beaucoup d'investisseurs internationaux notamment. Et le quatrième point, c'est Trump et les décisions, j'allais dire, un peu géopolitiques. À partir du moment où le marché comprend que la guerre va un petit peu se tasser avec la Chine, du coup, ça redonne un petit peu d'oxygène. J'attire l'attention sur le fait que les nouvelles macroéconomiques n'ont pas tellement changé, voire même se sont plutôt dégradées. Et donc je pense que c'est à la fois, ça explique la réaction des banques centrales qui apportent du carburant, et à la fois la réaction de Trump qui se dit attention, on va peut-être un petit peu trop loin. On a un impact sur la croissance économique qui était déjà en fin de cycle un peu majeur. Vous avez parlé en introduction des ventes automobiles. On pourrait parler des PMI qui sont sortis en zone euro et en Chine, qui sont des grades qui sont en dessous de 50. On aurait pu parler des déclarations de Nike qui s'inquiétaient des ventes en Chine. Enfin bref, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la macro qui font prendre conscience qu'il y a eu les leviers banques centrales et politiques sont venus redonner un petit peu du vent dans les voiles et ramener les marchés à la hausse.
On parlera de l'économie mondiale avec nos invités dans le Club de la Bourse. Ce sera à partir de 17h. Le scénario du soft landing est-il toujours le scénario privilégié? Ce sera le thème ce soir du Club de la Bourse. On va revenir à la performance du premier semestre. D'un point de vue sectoriel, les valeurs bancaires sont à la traîne. Pour quelles raisons? Est-ce que c'est lié uniquement ou en grande partie aux rendements qui sont historiquement bas sur l'obligataire? On sait que ça ne fait pas les affaires ni des banques ni des assureurs d'ailleurs. Oui, vous avez raison. En fait, ce qui est assez symptomatique, pour parler des flux en général, et après on parlera du secteur bancaire en particulier, ce qui est assez symptomatique sur 2019, quand on compare à 2018, 2018, le consensus des gérants, c'était les actions européennes et en particulier tout ce qui était bancaire, financière, parce qu'on anticipait une hausse des taux des banques centrales. 2019, contre-pied total, c'est-à-dire que la hausse s'est faite sans les investisseurs. C'est assez incroyable. Les investisseurs institutionnels sont revenus, les hedge funds sont revenus, les fonds internationaux sont revenus, mais les fonds retail distribués dans votre banque, finalement, les gérants sont un peu passés à côté, si vous les interrogez. Donc c'est une hausse qui s'est faite un petit peu hors sol, et on est en train de revoir, on espère, on est en train de voir les flux chez Cantalis, timide rebond des actions européennes et des flux qui redeviennent positifs sur les actions européennes. Et je pense que ça sert un peu de carburant pour les prochaines semaines, en tout cas à court terme. On devrait reconnaître un petit peu revoir des flux positifs sur les actions européennes maintenant que la situation se calme un peu. Et l'autre carburant, vous avez raison, c'est les bancaires et les financières. Pour l'instant, la hausse s'est faite sans les bancaires et les financières. On ne peut pas concevoir une hausse des marchés actions européennes sans les bancaires et les financières. Donc, les marchés devraient être rassurés. Vous avez vu le rebond de structures comme Deutsche Bank, qui nettoie son bilan, qui va créer une bad bank. Enfin bref, il y a pas mal d'institutions qui reviennent dans les portefeuilles. Les gérants s'intéressent à nouveau à cette thématique. Donc ça, c'est positif. Sur les valeurs financières, on a quand même une marge de progression assez importante, puisque si on regarde les PE, c'est-à-dire le cours de l'action par rapport aux anticipations de résultats, elles sont extrêmement faibles. On est à 4,9 pour Société Générale, 7,2 pour BNP Paribas et 7,9 pour Crédit Agricole. Ouais, on est sur les plus bas historiques, c'est-à-dire que ce sont vraiment des valeurs à la casse. Ouais. Il y a clairement des affaires à faire. Attention, c'est plutôt à réserver à des investisseurs un peu spéculatifs, tactiques, puisque je le disais tout à l'heure, le rebond s'est fait grâce aux banques centrales et grâce au tweet de Donald Trump récemment, mais on voit bien que l'environnement macro reste encore un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'à court terme, on est sur ce schéma de rebond, on suit les flux et les flux reviennent. Mais il faut avoir en tête que les risques de fin 2018 restent présents. On parle beaucoup de guerre commerciale. Pour l'instant, on n'a pas tellement avancé. On est encore un peu dans la rumeur et dans les déclarations. Deuxièmement, ce qui fait beaucoup peur aux gérants, c'est la situation en Iran. Il n'est pas exclu qu'en octobre-novembre, on parle de guerre quand même, donc il ne faut pas oublier que c'est quand même des décisions stratégiques majeures. Avec un risque d'embrasement et avec, d'un point de vue économique, le détroit d'Ormuz qui pourrait perturber de manière significative donc certains gérants ont ça en tête. Alors c'est pas l'été parce qu'il n'y a pas de guerre dans le Middle East pendant l'été, il fait trop chaud, mais on est en élection présidentielle aux États-Unis. Le peuple américain peut se mettre derrière le chef, et donc c'est un argument présidentiel, électoral qui est très fort. Autre élément, l'Europe, l'Italie, le Brexit, les problèmes ne sont pas résolus. Et quatrième élément, je le disais, la macroéconomie. Les indicateurs PMI qui viennent de sortir aujourd'hui sont encore en dessous de 50, sont plutôt mauvais. Donc, oui, il y a un rebond, oui, on est content. Les feux passent au vert et sont sans doute entretenus par du carburant qu'on évoquait à l'instant, mais il faut se projeter en perspective second semestre avec encore des inquiétudes à la clé. Vous parliez des flux. Est-ce que le retour des flux sur l'Europe et sur la France a des chances de se poursuivre sur ce deuxième semestre? Alors, pour l'instant, c'est encore timide. On a eu plus 14 milliards d'investissements sur les actions la semaine auparavant. Là, la semaine dernière, c'était relativement calme. On voit que ça revient sur les petites et moyennes valeurs. Donc, une hirondelle fait pas le printemps. C'est très difficile de tirer des conclusions hâtives. Mais en tout cas, on voit que les investisseurs reviennent et donc ça donnera, c'est sûr, un second souffle dans les prochaines semaines sur les marchés. L'autre élément intéressant, par exemple franco-français, c'est que la loi Pacte favorise beaucoup les PME et les petites et moyennes valeurs. Beaucoup de gérants vont profiter de ça pour voir des flux d'investissement sur des small mid-cap et sur les thèmes des PME. Donc on est relativement confiant à la fois sur le trend sur les petites et moyennes valeurs et sur l'Europe en général. Donc vous conseillez, si on peut le dire comme ça, plutôt les small mid-caps?
Alors dans les choix d'investissement pour le... Alors nous Cantalis, on gère pas de portefeuille, mais on a tendance à suivre les flux. Je veux dire, si je poursuis votre raisonnement... Exactement. Donc plutôt les actions européennes, plutôt les valeurs cycliques. À court terme, ce rebond ne devrait pas s'arrêter, il est assez fort. Et vous avez compris qu'à moyen terme, on a toujours une optique asymétrique, on fait très attention. Asymétrie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut surtout pas sortir des marchés, puisqu'on voit au premier semestre, c'est la leçon du premier semestre, que les marchés sont toujours porteurs. On a une croissance économique mondiale qui certes en ralentissement, mais on ne parle pas de récession. D'autre part, il faut toujours utiliser les leviers à sa disposition. Diversification internationale, monde, marché émergent, ne pas être focalisé que sur la France et sur l'Europe. Utiliser aussi la diversification des stratégies obligataires. On a parlé des dettes émergentes, on a parlé des high yield, on pourrait parler de l'or aussi, qui a fait un très bon mois de juin. Je crois qu'on a plus de 8% sur le mois de juin. Donc il ne faut pas hésiter à diversifier au sens large ses portefeuilles et sur toutes les catégories. On est dans un environnement qui reste encore compliqué. Merci beaucoup pour tous ces commentaires et cette analyse donc de la performance des marchés et des enseignements qu'on peut en tirer pour la deuxième partie de l'année. On va maintenant parler des marchés obligataires avec Yannick Lopez, directeur de la gestion de taux chez Ofi Asset Management. Il est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors la trêve sino-américaine sur le front commercial a eu un impact sur les marchés obligataires puisque l'apaisement des tensions commerciales relance l'appétit pour le risque et donc très logiquement pèse sur les obligations. En fait, pas vraiment. C'est ce qu'on avait eu en tout cas ce matin à l'ouverture, mais effectivement là les choses sont encore en train de changer. Ça a été très courte durée en fait. Non, les taux d'intérêt ont repris encore une fois le chemin de la baisse. Et on a vraiment l'impression qu'il n'y a vraiment pas grand-chose qui puisse les arrêter. Qu'il y ait des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ça va dans le même sens, ça baisse. Les anticipations de baisse des taux en Europe n'ont jamais été aussi élevées, puisqu'on a environ 20 points de base qui sont maintenant anticipés par le marché de baisse des taux directeurs de la BCE à horizon quelques mois. Et puis on a l'OAT française qui est négatif, on a l'Allemagne qui creuse, on est à moins 0,35 sur le 10 ans allemand, et on a l'Italie qui est le grand gagnant, on va dire, de la situation, avec un très fort rallye qui est passé sous la barre des 2% sur le 10 ans. En fait, l'Italie bénéficie tout simplement d'un effet d'aubaine, puisque dans un environnement où vous avez plus de rendement quasiment sur les placements obligataires zone euro, et l'Italie fait office encore de placements qui offrent du portage, donc autour de 2%. Et dans un contexte où on se dit que la BCE est en train, a bien préparé le terrain pour une nouvelle action de politique monétaire, alors ça devrait contribuer à faire baisser les rendements, et donc du coup l'Italie en sort grande gagnante. Donc voilà un peu le contexte, et effectivement c'est assez paradoxal parce que on a plutôt eu des nouvelles convenables et ça fait payer les actions, par exemple ce matin entre autres, mais c'est complètement ignoré par le marché obligataire qui plonge continuellement. Alors, vous le disiez à juste titre, la tendance de fond a repris le dessus. Pendant au moins 2 ans, nous devrions avoir des taux qui vont rester extrêmement bas sur les obligations souveraines. C'est ce que nous disait la semaine dernière une enquête publiée par Reuters. Et certains des analystes interrogés disaient même que cette situation pourrait perdurer jusqu'à une décennie. C'était le cas de 10% des répondants. Vous aussi, vous pensez que la situation, cette configuration-là sur les marchés obligataires est partie pour durer ? Alors vous savez, il faut être d'une humilité totale sur les prévisions de taux d'intérêt. Je vais juste vous citer un chiffre sur une enquête qui a été faite et publiée par le Wall Street Journal en début d'année. Toutes les personnes qui ont été interrogées par ce journal quand même, puisque sérieux, toutes les personnes interrogées sur leur vision du taux 10 ans américain en 2019, le plus pessimiste était à 2,5%. En début d'année. Or là, à l'heure où on se parle, on est à 2%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a vu les taux aussi bas. Donc il faut vraiment être très humble par rapport aux prévisions de taux d'intérêt. Oui, il y a beaucoup de raisons qui peuvent justifier un maintien sur ces niveaux de rendement extrêmement bas, voire nuls, voire négatifs.
ce qui est une situation bien évidemment complètement anormale. Il y a des tas de bonnes raisons pour expliquer ça, mais il y a aussi eu dans un passé relativement récent des mouvements très brutaux en fait sur les taux d'intérêt de revalorisation. Je pense à 2015 par exemple, quand le 10 ans allemand est passé de 0 ou quasiment 0 à 1% en ligne droite. Donc voilà, c'est sûr que si la BCE baisse ses taux et relance son programme de quantitative easing, c'est pas ça qui va faire remonter les taux d'intérêt a priori à court terme, oui. On va parler de la BCE dans un instant, mais auparavant, Jean-François Bay, qui est toujours avec nous au plateau, vous vouliez réagir ? Oui, un petit commentaire qui montre bien qu'on a une baisse sur les taux emprunts d'État, on a l'Allemagne à moins 0,33 et une baisse sur le crédit. Si les marchés anticipaient une croissance et une inflation, ce serait le bain de sang sur les emprunts d'État et les taux allemands remonteraient en flèche. Si les marchés anticipaient une récession, une dégradation de la situation, ça baisserait sur les taux allemands, mais par contre on aurait une inquiétude sur le crédit. Le fait même que ça baisse des deux côtés montre bien que c'est piloté par les banques centrales, que ça reste un rallye de marché, un rebond technique qui n'est pas totalement fondamental. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On est encore dans ce type d'environnement piloté par les banques centrales. Ce qui nous amène donc aux banques centrales. Yannick Lopez, la Fed la semaine dernière a légèrement infléchi son discours. Le président Jérôme Powell s'était montré moins accommodant que lors du dernier FOMC. Et en fin de semaine, Robert Kaplan, qui est le président de la Fed de Dallas, déclarait qu'il n'était pas favorable à une baisse des taux dans l'immédiat, en tout cas tant que les signaux de dégradation de l'économie américaine n'étaient pas plus évidents. Du coup, quelles sont vos anticipations pour la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale? Ce sera les 30 et 31 juillet. J'ai envie de dire que ils ont quand même tellement bien préparé le marché lors de la dernière réunion à des baisses des taux que ne rien faire serait encore une fois prendre à revers et à contre-pied les marchés, ce qui serait quand même assez étonnant. Mais maintenant, effectivement, revenons un petit peu sur ça. L'économie américaine n'est pas dans une situation catastrophique, très loin s'en faut. Très très loin s'en faut. On est au plein emploi, 3,6% de taux de chômage. Certes, des créations d'emplois qu'on ralentit le mois dernier à 75 000 créations mensuelles, si ma mémoire est bonne, qui est effectivement 2 fois plus faible que le rythme moyen observé ces derniers mois. Mais c'est assez logique quand on est dans une situation de quasi plein emploi que cela ralentisse. Et d'ailleurs, cette semaine, en fin de semaine, nous allons avoir le nouveau chiffre. Donc ça va être intéressant de voir si c'était un simple trou d'air statistique ou si c'est une tendance un petit peu plus lourde. Certes, l'inflation ralentit, c'est un fait, mais on est, selon les mesures, entre 1,50 et 2%, c'est-à-dire sur un niveau tout à fait convenable. Donc c'est assez étonnant en fait d'avoir pris aussi vite la mesure de baisse de taux. Je vous rappelle que le marché anticipe environ 3 baisses de taux cette année. Donc les attentes sont très fortes et je serais assez étonné que la Réserve fédérale n'aille pas en ce sens. Maintenant, il faut être totalement objectif. C'est vrai que les indicateurs avancés, donc vous savez, les différentes enquêtes locales ou nationales, on va avoir d'ailleurs dans quelques minutes l'ISM manufacturier qui est attendu en baisse. C'est vrai qu'elles pointent toutes vers un ralentissement. Et on sait d'où ça vient, évidemment, c'est l'incertitude autour de la trade war. Donc la Banque centrale américaine se veut être proactive et ne pas attendre que le cycle soit totalement stoppé pour agir. Elle veut agir de manière préemptive. En Europe, les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réussi à s'entendre la nuit dernière pour choisir pour désigner les représentants à la tête des institutions, des principales institutions communautaires, et notamment ils n'ont pas désigné de successeur pour l'instant à Mario Draghi. Alors on a beaucoup parlé du français François Villeroy de Galhau, on parle également du finlandais Erkki Liikanen. D'une manière générale, ce qu'on peut dire, c'est que Mario Draghi a plutôt bien balisé le terrain et a mis sur la table une espèce de cadre un petit peu contraint pour son successeur, quel que soit ce successeur. Oui, ça c'est sûr qu'effectivement le discours de Sintra a quand même bien pavé le chemin et quel que soit l'élu, on va dire, ça va être
très difficile de prendre un virage à 180 degrés dans sa politique monétaire. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il l'a fait par totale conviction sur la nécessité absolue d'en remettre massivement dans le marché, ou est-ce qu'il l'a fait justement pour tordre le bras de son successeur en disant quoi qu'il arrive, tu n'auras pas le choix, il faudra que tu suives voilà mon héritage, il faudra que tu suives cette politique-là, j'en sais rien, c'est quand même compliqué. Là encore, c'est vrai que ça paraît quand même incroyable d'avoir mis autant sur la table, remettre des baisses de taux, réouvrir grand ouvert la probabilité de relancer le programme d'achat quantitatif, l'achat d'obligations. Ça paraît, certes, ça ralentit, mais ça se stabilise quand même depuis maintenant quelques temps. Donc c'est assez étonnant, mais voilà. Et effectivement, tout cela aujourd'hui se joue dans les salons feutrés des dirigeants, et c'est assez compliqué. On a même entendu le nom de Christine Lagarde circuler éventuellement à la tête de la BCE. Voilà, c'est très compliqué de savoir qui va être nominé, enfin élu, on va dire. Et en tout cas, il n'aura à court terme vraiment que très peu de latitude, sinon de suivre quand même la voie tracée par Draghi. Merci beaucoup pour tous ces commentaires en ce qui concerne donc la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. On en saura peut-être davantage demain, puisque le président Macron, après avoir fustigé l'échec de ce sommet qui, selon lui, entache la crédibilité des Européens, s'est prononcé en faveur d'un accord. Espère qu'on aura un accord donc ce mardi à 11h. Donc à la reprise des discussions. On va marquer une pause, juste un coup d'œil aux indices boursiers européens avant de marquer cette pause. L'indice CAC 40 à Paris, toujours en progression, 5 574 points, il est en hausse de 0,65%. Progression également pour la plupart, tous, même les indices européens. Le DAX plus 1,17% à Francfort, le FTSE à Londres progresse de 1,12%. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, restez avec nous. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.